Racisme comme terreur littéraire aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Richard Millet, quand vous écrivez un éloge littéraire d'Anders Breivik, qui, on le rappelle, a tué 77 personnes en Norvège l'été dernier, quand vous écrivez un éloge littéraire d'Anders Breivik, vous cherchez quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous voulez provoquer quoi? D'abord, je voudrais dire que le titre, je suis quelqu'un d'assez naïf finalement, parce que je pensais qu'on saisirait l'ironie qu'il y a dans ce titre. Éloge littéraire d'Anders Breivik. Si on le prend au premier degré, ça fait de moi un complice de Breivik, voire un amateur de massacre. C'est bien sûr pas du tout mon cas. Ce que je cherche à provoquer, c'est uniquement une chose, c'est la réflexion. La réflexion chez tout un chacun. Non pas le débat, parce que personnellement, je n'aime pas les débats. J'aime la réflexion. Je suis un homme de l'ombre, comme tout écrivain, donc je voudrais qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé avec Breivik il y a un peu plus d'un an. Alors, c'est au-delà de la réflexion, c'est le débat et même l'indignation, je le disais, que vous provoquez. Vous citez en... De la part de gens qui n'ont pas lu le livre. Vous êtes sûr qu'ils l'ont pas lu? Écoutez, la plupart des gens disent que... Tahar Ben Jelloun, Annie Ernaux n'ont pas lu votre livre? Je ne suis pas sûr que ces personnes aient lu ce livre. Il a précisé, en parlant de Tahar Ben Jelloun, qu'il avait bien lu le livre juste avant de répondre à l'émission hier matin sur France Inter. On va l'écouter dans quelques instants. Voilà, le livre qui fait le plus de bruit, ce sont ces 18 pages éloge littéraire d'Anders Breivik. Vous précisez d'entrée, pour répondre en quelque sorte aux critiques, je voudrais qu'on garde à l'esprit que je n'approuve pas, on va voir vos mots précisément, je n'approuve pas les actes commis par Breivik. C'est pourtant sur ces actes que je me pencherai, frappé par leur perfection formelle, donc d'une certaine façon par leur dimension littéraire. En quoi tuer 77 personnes, c'est une perfection même formelle? Non, c'est pas le fait de tuer 77 personnes qui est une perfection formelle. C'est les armes qu'il a pu se procurer et la façon dont il a commis ces attentats. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir faire exploser un des bâtiments phares du gouvernement norvégien en plein jour et se rendre ensuite tranquillement dans une île déguisée en policier avec un des matériels les plus perfectionnés qui soit et tuer 77 personnes sans que la police intervienne. C'est assez extraordinaire. Mais c'est tout aussi extraordinaire que Ben Laden faisant exploser les Twin Towers. Je veux dire par là qu'il y a une beauté. Ça ne veut pas dire que j'approuve, loin de là. Il y a une beauté fascinante du mal, de l'horreur. Vous vous rendez compte que vous êtes en train d'en faire un héros, d'une certaine manière, en disant il y a une beauté fascinante? Non, il y a une beauté fascinante de ces actes, pas de Breivik. Breivik est un monstre. Breivik est un criminel. Il y a donc une beauté fascinante à tuer 77 personnes. De la façon dont il s'y est pris, c'est tout. Écoutez, lorsque les auteurs de polars où les cinéastes mettent en scène des serial killers à longueur de temps, le spectateur est fasciné. Il est pris par une intrigue qui est fascinante. Il est pris aussi par le génie de l'auteur qui est mis en scène. Pourquoi d'un seul coup, avec Breivik, on ne peut pas parler de ça? Et je le condamne à plusieurs reprises aussi à l'intérieur du texte. Breivik, je veux dire, pour moi, ce n'est pas un personnage très intéressant. Alors on va écouter Tahar Ben Jelloun qui réagissait sur France Inter hier, si vous le voulez bien, qui est, donc on le rappelle, un auteur de Gallimard où vous travaillez. J'étais un peu habitué à son délire raciste, mais là, il va beaucoup plus loin parce que, c'est une question de quantité. Breivik, il a tué 77 personnes. Ça veut dire que la littérature ne peut pas tout. La littérature doit prendre la plume, mais pas pour être du côté des criminels et des salauds. Moi, ça me gêne beaucoup qu'il soit là, franchement. Et je suis d'accord avec Annie Ernaux qui déclarait hier dans Le Monde qu'il faut qu'il s'en aille, c'est pas possible qu'on coexiste dans une même maison, qui a des valeurs, qui a des principes, c'est une maison quand même de qualité, qui a prouvé, et qu'on ne peut pas distinguer la technique et la morale, parce que lui a une technique d'éditeur. Il fait bien son travail, mais en même temps, il a des pensées qui sont nauséabondes. Voilà, du côté des criminels et des salauds, il vous demande à mi-mot de quitter la maison Gallimard. D'abord, est-ce que vous avez eu le grand patron Antoine Gallimard au téléphone? Il est injoignable ces derniers jours. Est-ce que vous avez pu, vous, lui parler? Non, pas du tout. Mais est-ce que vous allez quitter Gallimard? Non, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je suis ici en tant qu'écrivain, pas en tant qu'éditeur. Je tiens absolument à rappeler que je suis un écrivain. J'ai agi en écrivain, un peu comme Dostoïevski parle de Netchaïev, mais Netchaïev en scène dans Les Démons. Je ne sache pas qu'on ait fait un procès à Dostoïevski et qu'on lui demandait de quitter sa maison d'édition pour avoir mis en scène des monstres dans Les Démons, des criminels. Vous voyez, c'est un procès extraordinairement étrange. Quant à me traiter de raciste, ça c'est la tarte à la crème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce
cet autre livre de l'antiracisme comme terreur littéraire, dans lequel je démontre qu'au fond, l'accusation de racisme aujourd'hui est aussi insignifiante et courante que celle qu'on adressait il y a 40 ans à ceux qui n'étaient pas communistes. On le traitait de facho. On va en parler. Raciste, c'est exactement on va en parler justement, et on va citer je vais vous lire un extrait de votre ouvrage sur le racisme. Mais donc, vous n'avez pas envie de quitter les Gallimard pour l'instant, sur cette réponse-là. Mais je ne vois pas pourquoi je quitte Gallimard. Enfin, Gallimard est une maison dans laquelle vous avez eu la coexistence de Malraux, de Drieux-La Rochelle, d'Aragon, de Claudel, de Gide. Souvenez-vous, Gide, revenant du RSS, écrivant son retouche à mon retour de RSS, se faisant traiter de je ne sais quoi par les communistes. Enfin, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Antoine Gallimard va exiger à un moment ou à un autre votre départ ? Mais nous verrons bien. Vous verrez bien. Alors justement, je vais lire un passage de ce livre-là. Ainsi, constatant que je suis le seul blanc dans la station de RER Châtelet-Léal à 6h du soir, ou déclarant que je ne supporte pas de voir s'élever des mosquées en terre chrétienne, ou encore trouvant que prénommer à la 3e génération ses enfants Mohamed ou Rachida relève d'un refus de s'assimiler, c'est-à-dire de participer à l'essence française, tout cela ferait de moi un raciste. Vous êtes raciste ? Écoutez, à votre avis ? C'est pas à moi de répondre. Racisme, pour moi, veut dire la chose suivante. Racisme veut dire croire en une hiérarchie des races. Croire donc qu'il y a des races supérieures et d'autres qui sont inférieures. Ceux qui ont prôné ce genre de choses, c'était les nazis, les idéologues nazis du Troisième Reich. Je ne me sens aucune affinité particulière avec eux. Bon. Moi, j'aime les races, je le dis aussi dans ce livre, j'aime les races pour ce qu'elles sont. J'aime qu'il y ait des autres, j'aime les frontières, j'aime les individus, j'aime ailleurs. Je n'aime pas l'idée d'un immense village global, parce que global veut dire totalisant, donc veut dire fasciste, veut dire toutes ces choses qui me font horreur. J'aime aller chez l'autre. Quant à la phrase que vous avez très justement citée, elle fait référence à 3 accusations, elle relève 3 accusations de phrases que j'avais prononcées. Effectivement, on peut les décomposer. Effectivement, est-ce qu'il est scandaleux de remarquer qu'on est seul à 6h du soir au cœur de Paris, seul blanc, je veux dire. Est-ce que j'en conclus quelque chose ? Richard Millet, est-ce qu'il y a une forme dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez aujourd'hui, de suicide professionnel ? Est-ce que vous aimez être détesté par la profession ? De la même façon qu'on me demande si je suis raciste, ça voudrait dire que vous me demandez si je suis masochiste. Oui, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous pensez que je suis masochiste ? Je n'ai pas la réponse. Écoutez, je ne pense pas être doté de certaines perversions particulières dont le masochisme ferait partie. Je vous dis ça parce que vous avez dit, je suis un des écrivains français les plus détestés, position intéressante, c'est vous qui l'écrivez, qui fait de moi un être d'exception. Un être d'exception au sens où, effectivement, tout écrivain est un être d'exception. Mais nous sommes tellement environnés d'écrivains, de fausses monnaies, de fausses valeurs, etc. Mais je voudrais reprendre ce que je disais. Est-ce qu'il est interdit de se poser la question de savoir ce que ça veut dire que d'être le seul blanc à 6h du soir à Châtelet-Léal ? Je me pose la question, c'est tout. Est-ce que vous avez eu conscience de faire un coup médiatique en sortant ces pamphlets? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Non, mais pour qu'on essaie de comprendre, parce que vous avez tout le monde qui vous attaque de toutes parts. Dans votre propre maison d'édition, qui est une des plus réputées, vous avez 2 auteurs réputés qui vous demandent de partir. Est-ce que c'est ce que vous cherchiez? Est-ce que c'est le coup médiatique? Et est-ce que ça marche, puisqu'on vous invite et qu'on vous donne la parole? Écoutez, je pense plutôt que, oublions les choses insignifiantes qu'on a entendues sur moi, qui sont des chiens de garde qui aboient comme d'habitude. Ce qui est plus intéressant, c'est que probablement, à travers ce texte sur Breivik, qui peut-être effectivement contient un titre finalement malheureux, puisqu'il ne passe pas. Vous le regrettez, ce titre ? Non, je ne le regrette pas. Je regrette qu'il ne soit pas entendu comme ironique. Donc ça veut dire que ça ne passe pas. Donc voilà, et si je pouvais, je changerais peut-être, je modifierais légèrement. Mais bon... est-ce que je ne touche pas quelque chose dans la société française à travers ce texte dont toute personne ne veut parler véritablement? C'est ça la question que je me pose. Ce flot de haine qui s'abat sur moi m'étonne. Ça ne mérite pas ce que j'ai écrit. Vous avez reçu des témoignages de soutien depuis que la tempête a commencé, d'intellectuels, d'hommes politiques? De politique, non. Non, d'intellectuels, oui. Oui. Vous pouvez nous donner leur nom ou non. Ils ont préféré rester discrets? Non, il y a des noms, mais tant qu'ils ne m'ont pas autorisé, il y a des noms importants, mais tant qu'ils ne m'ont pas autorisé à les divulguer. Il y a par exemple ce soir dans le blog de Pierre Assouline, la première lecture, je pense, avec le papier de Jérôme Dupuis, la première tentative de lecture intelligente de ce que j'ai écrit. Est-ce que vous regrettez l'émotion que ça suscite, tout ça? Je déteste le scandale. Ça fait 30 ans que je publie. J'ai une 60aine de livres derrière moi. C'est la première fois que je me retrouve devant
ce flot de haine. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est pas très intéressant, c'est un peu fatigant. Une toute dernière question, Richard Millet. Est-ce que vous êtes un écrivain d'extrême droite? Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, extrême droite. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne suis pas inscrit sur les listes de droite. Je n'existe pas politiquement. Je suis un écrivain tout court. Voilà. Extrême droite, je n'ai jamais milité nulle part. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Merci Richard Millet. Merci à vous pour ces explications en direct sur iTélé. Merci d'avoir réservé la primeur de votre réponse à ces attaques à l'antenne d'iTélé. Restez avec nous, on marque une petite pause et on prendra la direction de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Isaac est arrivé sur place. On trouvera les équipes d'iTélé qui elles aussi sont à la Nouvelle-Orléans. À tout de suite.